Le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, effleurant la peau de son cou avant de s'enfoncer dans le bois de la table avec un craquement sinistre. Hélène recula, le cœur battant, les yeux rivés sur le visage déformé par la rage de sa mère. « Tu n'es pas ma fille », hurla la voix, un venin qui empoisonnait l'air confiné du salon parisien. Dans ce silence qui suivit, le monde d'Hélène s'effondra, un domino invisible poussant les murs vers l'intérieur, l'asphyxiant sous le poids d'un amour qu'elle n'avait jamais demandé. Hélène n'avait que 28 ans ce soir-là, mais elle se sentait déjà comme une ombre usée par les tempêtes. Née dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, élevée au son des quatuors à cordes et des dîners mondains, elle avait toujours su que son cœur battait au rythme d'une mélodie discordante. Les garçons de son lycée, avec leurs sourires polis et leurs invitations maladroites, n'avaient jamais allumé en elle cette flamme vorace. C'était Élise, sa camarade de classe aux yeux d'un bleu profond comme la Seine en crue, qui avait éveillé en elle ce désir interdit. Un baiser volé dans les couloirs de la Sorbonne, sous les regards indifférents des statues de pierre, et tout avait basculé. Mais la révélation, lors de ce dîner familial fatidique, avait été un cataclysme. Son père, le sévère notaire aux moustaches impeccables, avait pâli, puis s'était levé sans un mot, claquant la porte de son bureau comme on ferme un tombeau. Sa mère, la fragile Madeleine, avait brandi ce couteau de cuisine, un geste impulsif, né de la panique, qui avait failli la marquer à jamais. Lesbienne ? C'est une abomination. Les mots résonnaient encore dans ses cauchemars, un écho qui la poursuivait jusqu'en Espagne, où elle s'était exilée 2 ans plus tard, fuyant les murmures de la haute société parisienne. La Costa Brava l'avait accueillie comme une amante compatissante. Perchée sur une colline dominant la mer Tyrrhénienne, sa petite maison de pierre, achetée avec l'héritage d'une grand-tante excentrique, était un refuge précaire. Les murs blanchis à la chaux, les volets bleus écaillés par le sel marin, et ce jardin en terrasse où les oliviers tordus défiaient le vent du nord, tout cela formait un cocon fragile contre le monde. Hélène y vivait de traductions freelance, rendant des romans français en anglais pour des éditeurs madrilènes, ses nuits rythmées par le cliquetis de son clavier et le ressac des vagues. À 30 ans passés, elle avait appris à apprivoiser sa solitude, à la transformer en une compagne fidèle plutôt qu'en une ennemie vorace. C'est une lettre, arrivée par un matin brumeux d'octobre, qui brisa cette quiétude. L'enveloppe, tachée de timbres postaux italiens, portait l'écriture tremblante de sa demi-sœur, Stéphanie. Fille d'un second mariage de leur père, un amour fugace avec une Italienne volage, Stéphanie avait grandi dans l'ombre d'Hélène, une petite sœur fantôme qu'elle n'avait vue qu'au Noël sporadique. « S'il te plaît, Hélène. Papa m'a chassée. Je n'ai nulle part où aller. » Les mots, griffonnés à la hâte, parlaient de dettes, d'un amant brutal, d'un rêve brisé de devenir danseuse à Rome. Hélène relut la lettre 3 fois, le papier froissé entre ses doigts calleux. Leur père, ce pilier de granit, avait-il donc rejeté une autre de ses filles? Pour quelle faute cette fois? Le cœur serré, Hélène répondit par un billet de train et une adresse griffonnée sur un coin de serviette en papier. Elle se surprit à imaginer Stéphanie, une gamine de 25 ans aux cheveux d'or et aux yeux verts hérités de leur mère italienne, une silhouette gracile forgée par les planches usées des studios de danse. Quand le bus déglingué s'arrêta enfin au pied de la colline, sous un soleil implacable qui faisait miroiter la mer comme un miroir brisé, Hélène descendit les marches en courant, son chemisier collant à sa peau moite. Stéphanie émergea du véhicule comme un mirage fragile. Plus petite qu'Hélène ne l'avait imaginée, avec des boucles blondes coupées court qui encadraient un visage pâle et anguleux, marqué par des cernes profonds. Ses yeux, d'un vert émeraude piqueté de brun, balayaient les environs avec une méfiance animale. Elle portait un sac à dos élimé et une robe d'été fanée, ses sandales usées révélant des pieds calleux. « Hélène » murmura-t-elle, la voix rauque d'un accent italien mêlé de français hésitant. Hélène hocha la tête, un sourire forcé aux lèvres, et l'étreignit maladroitement. L'odeur de jasmin fané et de sueur monta de la peau de sa demi-sœur, un parfum qui la troubla inexplicablement. Les premiers jours furent un ballet hésitant de silence et de gestes polis. Hélène installa Stéphanie dans la chambre d'amis, une pièce aux murs tapissés de livres jaunis et aux fenêtres donnant sur les pins parasols. Elle cuisinait des paellas improvisées avec du riz trop cuit et des crevettes pêchées au marché de Cadaqués, racontant des anecdotes sur sa vie d'exilée pour briser la glace. Stéphanie, elle, errait comme un fantôme dans la maison, touchant du bout des doigts les objets comme si elle craignait de les briser. « C'est beau ici »,
dit-elle un soir, assise sur la terrasse, un verre de sangria à la main. Ses yeux fixaient l'horizon où le soleil se noyait dans la mer, teignant l'eau d'écarlate. Mais tu vis seule? Pas de compagnon. Hélène rit, un son amer qui résonna dans le crépuscule. Pas de compagnon, non. Et pas de compagne non plus, depuis Élise. Elle s'attendait à un froncement de sourcils, à une question piégée, mais Stéphanie se contenta de hocher la tête, ses lèvres s'incurvant en un sourire fugace. Élise. Ça sonne comme une héroïne de roman. Ce soir-là, pour la première fois, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Stéphanie confia son expulsion de Rome, un amant jaloux qui l'avait battue, des dettes accumulées pour des cours de danse qu'elle n'avait jamais terminés, et ce vide béant laissé par leur père, qui avait coupé les ponts sans un mot. Hélène, à son tour, laissa couler les mots qu'elle n'avait dit à personne, le couteau de sa mère, les portes fermées, l'exil choisi comme une amputation volontaire. Au fil des semaines, une intimité naissante tissa ses fils entre elles. Stéphanie se mit à danser dans le salon au son d'un vieux gramophone, ses mouvements fluides contrastant avec la rigidité des meubles anciens. Hélène l'observait depuis la cuisine, fascinée par la grâce de ce corps qui semblait défier la gravité, par la sueur perlant sur la nuque pâle, par ce rire qu'elle lâchait parfois, clair comme une cascade. Un après-midi, alors qu'elle cueillait des figues dans le jardin, leurs mains se frôlèrent sur une branche lourde de fruits. Le temps suspendit son vol, Hélène sentit son pouce accélérer, un feu familier s'allumant dans son ventre. Stéphanie ne recula pas. Au contraire, ses yeux verts s'attardèrent, un éclat de curiosité ou de désir, y dansant comme un secret. La nuit suivante, sous un ciel étoilé où la voie lactée traçait un ruban d'argent, elles s'embrassèrent. C'était hésitant, presque maladroit, les lèvres de Stéphanie, douces mais tremblantes, effleurèrent celles d'Hélène avec une urgence contenue. Hélène, plus expérimentée, guida le baiser, sa main glissant dans les cheveux courts de sa demi-sœur, tirant doucement pour approfondir le contact. Le monde se réduisit à ce point de fusion, le goût salé de la mer sur leur peau, le froissement des jupes contre les cuisses, les soupirs étouffés qui se mêlaient au chant des cigales. Pour Hélène, c'était une renaissance, pour Stéphanie, peut-être une découverte, un pont jeté sur l'abîme de sa propre identité. Mais l'amour, en Espagne comme ailleurs, n'efface pas les ombres. Hélène avait un secret, un espoir fragile niché dans un coffre-fort sous son lit, l'argent amassé pour une chirurgie reconstructive. Une mastectomie préventive, conseillée par un médecin après un diagnostic de risque élevé de cancer du sein, un legs maudit de sa lignée maternelle. 20 000 €, durement gagnés, économisés au sang près pour ce rituel de renaissance physique qui, elle l'espérait, la libérerait enfin de la peur qui la rongeait depuis ses 20 ans. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Stéphanie. Pas encore. Les mois d'hiver s'écoulèrent comme un sirocco doux, emportant avec eux les doutes initiaux. Elle devint amante en tout, partageant non seulement le lit mais les rêves. Stéphanie trouva un emploi comme serveuse dans un bar de Lorette de Mar, ses pourboires servant à repeindre les volets ou à acheter des bouquets de lavande pour la table. Hélène, quant à elle, traduisait avec une ferveur nouvelle, ses doigts volant sur le clavier comme si chaque mot était une caresse. Elle marchait main dans la main sur les sentiers côtiers, évitant les regards curieux des villageois, mais se sentant invincible sous le soleil implacable. « Tu es ma maison, Hélène », murmura Stéphanie un soir, levée contre elle sur le canapé usé, la tête sur son épaule. Hélène l'embrassa sur le front, le cœur gonflé d'une tendresse qu'elle n'avait connue qu'en rêve. Pourtant, des fissures apparurent, subtiles comme les premières rides sur un miroir. Stéphanie rentrait tard, les yeux rougis par la fatigue ou autre chose, des larmes. Des mensonges? Elle évitait les questions, se réfugiant dans des danses solitaires qui semblaient plus désespérées que joyeuses. Hélène surprit un appel téléphonique un matin, « Oui, je l'ai. Bientôt. Patience. » La voix de sa demi-sœur, basse et pressante, la glaça. Mais l'amour est aveugle, et Hélène choisit d'ignorer l'avertissement, préférant se noyer dans les étreintes nocturnes où leur corps se parlait un langage plus honnête. Le printemps arriva avec ses amandiers en fleurs, un tapis rose pâle sur les collines. Elles planifièrent un voyage à Barcelone, une escapade pour célébrer leur anniversaire 6 mois d'union improbable. Sur la Sagrada Familia, sous les flèches torturées de Gaudí, Stéphanie s'agenouilla soudain,
non pour une demande en mariage théâtral, mais pour nouer un ruban autour de la cheville d'Hélène, un talisman acheté chez un artisan local. Pour que tu ne m'oublies jamais, dit-elle, les yeux brillants. Hélène rit, émue, mais au fond d'elle, une ombre persistait, un pressentiment comme le vent annonçant l'orage. Ce fut lors d'une de ces nuits où le Mistral hurlait contre les volets que la vérité éclata. Hélène, insomniaque, fouilla par hasard le sac de Stéphanie, cherchant un tube de crème pour les mains. Au lieu de cela, elle trouva une liasse de billets, froissés et tachés, enveloppés d'un reçu, une clinique privée à Madrid, spécialisée en chirurgie esthétique. Le montant, exactement celui de son fonds. Son cœur s'arrêta. La trahison se dressa devant elle comme une lame invisible, plus tranchante que celle de sa mère jadis. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un paysage inchangé, la mer turquoise léchant les galets, les mouettes criant leur hymne matinal, mais pour Hélène, le monde avait viré au gris cendre. Elle prépara le petit déjeuner en automate, du pain grillé beurré, des figues fraîches coupées en quartiers, du café noir fumant dans des tasses ébréchées. Stéphanie descendit, encore ensommeillée, ses cheveux en bataille formant une auréole dorée autour de son visage. Elle s'approcha pour l'embrasser, comme chaque matin, mais Hélène se déroba, le dos raide comme un arc tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Stéphanie, sa voix un mélange d'inquiétude et d'irritation naissante. Elle s'assit, piquant une figue du bout de la fourchette, ses yeux verts scrutant Hélène avec cette intensité qui l'avait autrefois captivée. Hélène posa la tasse de café devant elle avec une précision chirurgicale, puis sortit l'enveloppe du tiroir de la cuisine, celle qu'elle avait cachée sous son matelas, vidée de son contenu comme un ventre éviscéré. « Explique-moi ça, » dit-elle simplement, la voix plate, dénuée d'émotion. Les billets n'étaient plus là, seul le reçu subsistait, accusateur, avec son tampon rouge, paiement pour intervention lipoaspiration et rhinoplastie 20 000 €. Stéphanie pâlit, sa fourchette tombant avec un tintement métallique. « Hélène. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais c'était exactement cela. Les mots se déversèrent alors, un torrent de confessions que Stéphanie avait retenu comme un barrage fissuré. L'amant de Rome n'avait pas été le seul poison, une agence de mannequins, miroitante de promesses, l'avait piégée dans un cycle de dettes pour des améliorations corporelles. Il disait que mon nez était trop italien, mes hanches trop larges pour les podiums. Que sans ça, je ne vaux rien. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues comme des perles salées. Elle avait vu le coffre-fort un soir où Hélène dormait, avait deviné le code, leur date de naissance commune, un 15 juin maudit. Je pensais te rembourser. Avec les contrats qui viendraient après. Hélène écouta, le cœur en lambeaux, mais une partie d'elle, celle forgée dans les rejets familiaux, refusait la pitié immédiate. Et mon opération, murmura-t-elle, la voix tremblante pour la première fois. Elle n'avait jamais parlé de la mastectomie, de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa poitrine, de ce cancer latent qui hantait ses nuits. C'était pour me sauver, Stéphanie. Pas pour un nez refait. Les mots planèrent dans l'air, lourds comme du plomb, et Stéphanie se décomposa, couvrant son visage de ses mains, ses épaules secouées de sanglots. La confrontation s'étira toute la journée, un duel verbal sous le ciel implacable de la Costa Brava. Hélène hurla, pour la première fois depuis des années, des accusations de trahison, de voler non seulement l'argent mais l'âme même de leur lien naissant. Tu es comme eux. Comme papa, comme maman, tu prends et tu détruis. Stéphanie riposta, sa voix montant en un crescendo théâtral digne d'une tragédie racinienne. Et toi? Tu m'as ouverte ta maison par charité, ou parce que tu voyais en moi un reflet de ton propre exil? Tu m'as aimé pour guérir tes blessures, pas pour qui je suis. Les mots blessèrent plus profondément que n'importe quel couteau, révélant les failles de leur amour, un mélange toxique de besoin et de désir, où la demi-sœur devenait muse et bouc émissaire. Elles passèrent la nuit séparées, Hélène sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture rêche qui sentait le sel et les regrets, Stéphanie dans la chambre, ses danses nocturnes remplacées par des pleurs étouffés qui filtraient à travers les murs minces. Au lever du jour, un armistice fragile s'installa. Hélène, pragmatique jusqu'à la moelle, appela sa banque, l'argent parti, irrécupérable sans poursuite judiciaire qu'elle refusait d'entamer. C'est fini, dit-elle à Stéphanie par-dessus le petit déjeuner froid. Mais tu restes. On va trouver une solution. Ensemble. C'était un mensonge pieux,
une tentative de recoller les morceaux d'un vase brisé, mais dans ses yeux, Stéphanie vit une lueur d'espoir ou peut-être de culpabilité. Les semaines suivantes furent un purgatoire masqué en routine. Elles évitaient les caresses, se contentant de regards volés et de conversations polies sur le temps ou les voisins. Hélène reprit son travail avec une frénésie compensatoire, traduisant des pages entières en une nuit, ses yeux rougis par l'écran luminescent. Elle contacta discrètement des associations à Barcelone, cherchant des fonds pour sa chirurgie, des subventions pour femmes LGBTQ+ en exil, des campagnes de crowdfunding anonymes. Chaque refus était un coup de poignard, chaque espoir ténu, une bouffée d'air. Stéphanie, de son côté, multiplia les shifts au bar, rapportant des pourboires généreux des touristes anglais, jurant de rembourser jusqu'au dernier centime. Mais ses yeux trahissaient une obsession nouvelle, des magazines de mode cachés sous son matelas, des crèmes anti-âge volées au supermarché, des miroirs qu'elle consultait compulsivement. Un soir de juin, alors que l'air vibrait du chant des grillons et que la mer ronronnait comme une chatte apaisée, la tension explosa à nouveau. Elle dînait sur la terrasse, un gazpacho frais et des anchois marinés disposés sur la table en mosaïque. Stéphanie, les joues rosies par le vin, lâcha « J'ai un rendez-vous demain. À Madrid. Pour la chirurgie. » Hélène posa sa cuillère, le monde basculant. « Tu vas le faire ? » Malgré tout. La voix de Stéphanie trembla. « C'est ma chance, Hélène. Sans ça, je suis rien. Une danseuse ratée, une sœur indigne. » Les larmes coulèrent, et dans un élan impulsif, Hélène se leva, la serrant contre elle. « Tu es tout pour moi, idiote. Mais ça nous tuera. » Cette nuit-là, l'amour ressurgit des cendres, plus fiévreux, plus désespéré. Elles s'aimèrent sur la terrasse, sous les étoiles indifférentes, leurs corps se cherchant comme des naufragés. Les mains d'Hélène explorèrent les courbes de Stéphanie avec une urgence nouvelle, traçant des chemins de feu sur sa peau pâle, effaçant les cicatrices invisibles de la trahison. Stéphanie répondit avec une ferveur presque punitive, mordillant les épaules d'Hélène, griffant son dos comme pour marquer son territoire. Dans l'orgasme partagé, un cri primal échappa à leurs lèvres, un mélange de plaisir et de douleur, de pardon et de rage. « Je t'aime », murmura Hélène dans le creux de son cou, les larmes salant leur étreinte. « Mais promets-moi de t'aimer tel que tu es. » Le lendemain, Stéphanie annula le rendez-vous. Ou du moins, c'est ce qu'elle dit. Hélène, rongée par le doute, fouilla à nouveau un réflexe de survie. Le billet de train pour Madrid était là, caché dans une doublure de valise. La trahison, cette hydre aux 1000 têtes, relevait la sienne. Le cœur brisé, Hélène prépara une confrontation finale, mais le destin, capricieux comme un vent d'Espagne, intervint autrement. Un appel de Paris, leur père, agonisant d'un infarctus, réclamait ses filles à son chevet. Le voyage en train fut un calvaire silencieux. Assise face à face dans un compartiment brinque-ballant, elle fixait le paysage défiler, les vignobles de Catalogne cédant aux plaines arides d'Aragon, puis aux collines verdoyantes du Languedoc. Ni l'une ni l'autre ne parla de l'argent, de la chirurgie, de leurs promesses piétinées. Au lieu de cela, des souvenirs affluaient, les Noëls d'enfance où elles échangeaient des bonbons volés sous la table, les lettres secrètes glissées dans les tiroirs. À la gare d'Austerlitz, sous une pluie fine qui voilait la tour Eiffel comme un deuil, elles hélèrent un taxi vers l'hôpital Cochin. Leur père gisait dans une chambre aseptisée, reliée à des machines qui bipaient comme des cœurs mécaniques. Son visage, jadis impitoyable, s'était affaissé en une parodie de vulnérabilité. « Mes filles », murmura-t-il d'une voix râpeuse, tendant une main tremblante. Hélène hésita, le passé ressurgissant comme une marée noire, mais Stéphanie s'avança la première, serrant les doigts noueux. « Papa. Pourquoi ?» Les mots, simples, libérèrent un flot, excuses balbutiantes pour les rejets, confession d'une vie étouffée par la peur de l'opprobre social. « J'ai eu tort. Avec Hélène. Avec toi. Pardonnez-moi. » Hélène pleura alors, un torrent qu'elle ne put contenir, se jetant dans les bras de cet homme qui l'avait reniée. Stéphanie les enveloppa tous deux, un trio improbable uni par le fil ténu du pardon. Mais en sortant de la chambre, dans le couloir au néon blafard, elle glissa à Hélène, « J'ai reporté Madrid. Pour de bon. » Était-ce vrai ? Hélène choisit de le croire, pour l'instant.
De retour en Espagne, l'été s'installa avec sa moiteur languide. Leur amour, écorché mais vivace, se réinventa dans les détails, des promenades au clair de lune sur les plages désertes, où elle ramassait des galets polis par la mer, des dîners improvisés avec des sardines grillées et du vin rosé volé à un vignoble voisin. Stéphanie commença des cours de danse en ligne, transformant le salon en studio improvisé, ses mouvements gagnant en assurance sans le poison de l'ambition vaniteuse. Hélène, elle, lança une campagne discrète pour sa chirurgie, touchant le cœur de lectrices anonymes avec des mots ciselés comme des joyaux. Pourtant, la trahison laissait des stigmates. Des nuits où Hélène se réveillait en sursaut, vérifiant le coffre-fort reconstruit, des silences où Stéphanie évitait les miroirs, caressant son nez avec une tendresse coupable. Leur intimité physique, jadis un feu d'artifice, devint un brasier couvant, ponctué de moments d'une intensité presque douloureuse. « Et si je te perds ?» murmura Hélène un soir, leurs corps enlacés sous les draps humides. Stéphanie l'embrassa, farouche, « Jamais. Tu es mon encre. » L'automne apporta avec lui les premières pluies, des averses torrentielles qui transformaient les sentiers en ruisseaux boueux et les oliviers en silhouettes spectrales. Hélène reçut une réponse positive de l'association, un financement partiel pour sa mastectomie, conditionné à une intervention immédiate à Barcelone. L'euphorie la submergea comme une vague, mais elle la tempéra, craignant de trop espérer. Elle en parla à Stéphanie lors d'une promenade sur la plage de Rose, où le vent salé fouettait leurs visages rougis. « C'est une chance, dit-elle, serrant la main de sa demi-sœur. Mais j'ai peur. Peur de la douleur, de ce que ça changera en moi. » Stéphanie s'arrêta, la mer léchant leurs chevilles nues. Ses yeux verts, voilés par l'émotion, fixèrent Hélène avec une intensité nouvelle. « Ça te rendra plus forte. Comme tu le es déjà. » Elle l'embrassa là, au bord de l'eau, un baiser salé par les embruns, chargé de promesses non dites. Ce soir-là, elles firent l'amour avec une douceur inédite, explorant les corps comme un territoire redécouvert, les seins d'Hélène, encore intacts mais marqués par l'appréhension, caressés avec une révérence presque sacrée, les hanches de Stéphanie, embrassées comme pour exorciser les fantômes de l'insatisfaction. La préparation à la chirurgie devint un rituel partagé. Stéphanie accompagnait Hélène aux consultations à l'hôpital clinique, traduisant les termes médicaux en un espagnol chantant qu'en anglais d'Hélène flanchait. Elle riait nerveusement dans les couloirs carrelés, se tenant la main comme deux adolescentes rebelles. Mais sous cette complicité, des courants souterrains agitaient les eaux. Stéphanie recevait des appels insistants d'un numéro italien, l'agence de mannequins, pressant pour un retour aux sources. Hélène les entendait, ces murmures nocturnes, mais choisissait le silence, préférant la paix fragile à une nouvelle tempête. La veille de l'opération, elles dînèrent dans un petit restaurant de la vieille ville de Gérone, aux tables éclairées par des chandelles vacillantes. L'air embaumait l'ail rôti et le romarin, et une guitariste gitane pinçait des mélodies flamenco qui faisaient vibrer l'âme. Stéphanie leva son verre de cava. « À toi, ma guerrière. »« À nous. » Hélène trinque, les yeux humides, mais au fond d'elle, un doute persistait. Rentrée à la maison, elle surprit Stéphanie devant le miroir de la salle de bain, pinçant sa peau, murmurant « Pas assez mince. Pas assez parfaite. » Le cœur serré, Hélène l'enlaça par derrière. « Tu es parfaite. Pour moi. » L'hôpital de Barcelone était un labyrinthe de blanc et de chrome, où les odeurs d'antiseptiques se mêlaient à l'anxiété palpable. Hélène signa les consents, embrassa Stéphanie une dernière fois dans le couloir, un baiser fiévreux, chargé de tout ce qu'elle n'avait pas dit. « Attends-moi, » murmura-t-elle. Les anesthésistes l'emportèrent sur un brancard glissant, le plafond défilant comme un tunnel vers l'inconnu. Dans la salle d'opération, sous les lampes crues, elle pensa à sa mère, à ce couteau brandi jadis, à son père, pardonné dans son agonie, à Stéphanie, cette demi-sœur devenue amante, dont l'amour était à la fois salut et poison. Le réveil fut un brouillard de douleur atténué par les morphiniques. Hélène ouvrit les yeux sur le visage de Stéphanie, penchée au-dessus d'elle, les traits tirés par la veille blanche. « C'est fait, » dit-elle doucement, caressant la main bandée d'Hélène. Les jours suivants furent un kaléidoscope de visites médicales, de perfusions goûtant leur manne salvatrice, et de nuits où la douleur la tirait du sommeil comme un crochet barbelé. Stéphanie veillait, inlassable, changeant les pansements avec des gestes précis appris auprès des infirmières, racontant des histoires farfelues de touristes au bar pour la distraire.
Il y avait ce couple d'Américains qui ont commandé du paella au chocolat. Hélène riait faiblement, le cœur gonflé de gratitude, mais une ombre planait, les factures s'accumulaient, et les fonds restants fondaient comme neige au soleil. De retour à la maison, la convalescence s'étira en un cocon de tendresse forcée. Hélène, clouée au lit par les ordres du chirurgien, dictait ses traductions à Stéphanie, qui tapait sur l'ordinateur portable avec une concentration touchante. Elle regardait des films français en boucle, des Truffaut mélancoliques, des Godard rebelles, commentant les héroïnes comme si elles étaient des amies intimes. Pourtant, la trahison passée ressurgissait dans les silences. Hélène surprit Stéphanie consultant des sites d'agences de casting en ligne, son visage illuminé par l'écran comme par une tentation interdite. « C'est juste pour voir », se défendit-elle, mais ses yeux trahissaient le mensonge. Un après-midi de novembre pluvieux, alors qu'Hélène somnolait sous l'effet des antidouleurs, le téléphone sonna. C'était l'hôpital, une complication mineure, une infection à surveiller, nécessitant des antibiotiques coûteux. Paniquée, Hélène appela sa banque, le compte était au plus bas. « On va s'en sortir », assura Stéphanie, mais sa voix chevrotait. Ce soir-là, après avoir couché Hélène, elle disparut. Des heures passèrent, le vent hurlant dehors comme un cœur de banshee. Quand elle rentra, trempée jusqu'aux os, elle portait une enveloppe gonflée, 20 000 €, en billets neufs. « D'où ça vient ?» demanda Hélène, se redressant malgré la douleur qui lui vrillait la poitrine. Stéphanie s'effondra à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. « L'agence. Ils m'ont offert un contrat. À Rome. Mais j'ai refusé. J'ai emprunté à un ami. Un vieil amant. Il ne sait pas que je ne pourrai pas rembourser tout de suite. » Le mensonge était palpable, comme une odeur âcre dans l'air confiné. Hélène sentit la rage monter, un volcan longtemps endormi. « Un autre vol ? Pour me sauver ? Tu me prends pour une idiote ?» La dispute éclata, plus violente que jamais, des assiettes brisées contre les murs, des cris qui faisaient trembler les vitres, des vérités nues jetées comme des poignards. Stéphanie avoua tout, l'agence l'avait recontactée, promettant gloire et fortune si elle s'améliorait. Elle avait puisé dans les pourboires cachés, dans un prêt usuraire contracté en secret, même dans la vente d'un collier hérité, tout pour racheter son pardon, pour prouver son amour. « Je ne supporte pas de te voir souffrir à cause de moi », hurla-t-elle, le corps secoué de hoquet. Hélène, épuisée, pleura avec elle, leur corps se heurtant dans une étreinte chaotique. « Arrête de te sacrifier pour moi. Aime-toi, d'abord. » Cette nuit-là, lovées l'une contre l'autre, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Stéphanie confia son enfance volée, une mère italienne absente, un père français distant, une quête incessante de validation dans les regards des autres. « Je danse pour me sentir vivante, mais je vis pour toi. » Hélène, à son tour, parla de sa peur viscérale, non seulement du cancer, mais de l'abandon, de cet amour qu'elle avait toujours dû mendier. « Tu m'as trahi, mais tu m'as aussi sauvée. Comment faire avec ça ?» Le lendemain, une trêve s'installa, plus solide cette fois. Elles contactèrent un thérapeute à distance, une psychologue catalane spécialisée dans les traumas familiaux et les identités queer. Les sessions virtuelles devinrent un pilier, un espace où les mots non dits trouvaient enfin écho. Stéphanie commença à écrire un journal de danse, transformant ses insécurités en chorégraphies cathartiques filmées pour un blog naissant. Hélène, guérie physiquement, reprit le travail avec une énergie renouvelée, ses traductions imprégnées d'une authenticité nouvelle, comme si la chirurgie avait libéré non seulement son corps mais son âme. Noël approcha, et avec lui, un voyage imprévu à Paris. Leur père, remis mais fragile, les invita pour les fêtes, une réconciliation timide, sous le sapin orné de guirlandes fanées. La mère d'Hélène, vieillie par les ans, tendit une main hésitante. « Je regrette, ma fille. » Pas d'excuse grandiloquente, mais un geste suffisant pour entamer la guérison. Stéphanie, observatrice discrète, serra la main de Madeleine. « Nous sommes une famille, maintenant. Recomposée, mais entière. » De retour en Espagne, l'hiver céda à un printemps précoce, fleuri de coquelicots sauvages sur les collines. Leur amour, passé par le creuset du feu, en ressortit purifié, moins passionné peut-être, mais plus profond, ancré dans une vulnérabilité partagée. Elles dansaient ensemble désormais, Hélène maladroite mais enthousiaste,
guidée par les hanches souples de Stéphanie. Regarde-nous, dit-elle un soir, essoufflée, sur la terrasse baignée de lune. Deux exilés qui se sont trouvés. Pourtant, le destin, ce marionnettiste cruel, n'en avait pas fini avec elle. En mai, une lettre arriva de Rome. L'agence, tenace, offrait à Stéphanie un rôle dans un spectacle off-Broadway, une chance unique, mais conditionnée à une préparation physique. Le chèque joint couvrait les frais de la chirurgie qu'elle avait tant désirée. Stéphanie le montra à Hélène, les mains tremblantes, c'est maintenant ou jamais. Mais je ne partirai pas sans toi. La décision fut un supplice. Hélène, encore marquée par sa propre opération, comprenait le appel du renouveau. Va, dit-elle enfin, après des nuits d'insomnie où les vagues semblaient murmurer des avertissements. Mais promets de revenir. Et d'être honnête, toujours. Elles pleurèrent, s'aimèrent une dernière fois avec une ferveur d'adieu, leur corps se moulant comme pour fusionner à jamais. Le départ de Stéphanie, au lever du soleil, fut un arrachement, un baiser prolongé sur le quai du bus, des doigts entrelacés jusqu'à la dernière seconde. Les semaines sans elle furent un désert émotionnel. Hélène errait dans la maison vide, touchant les traces laissées, une boucle blonde sur l'oreiller, un foulard oublié imprégné de jasmin. Elle traduisait frénétiquement, versant sa solitude dans des pages de prose lyrique sur l'absence et le désir. Des lettres arrivaient de Rome, d'abord enthousiastes, décrivant les répétitions fiévreuses, les nuits blanches sous les projecteurs. Puis, plus espacées, teintées d'hésitation, la chirurgie est prévue la semaine prochaine. J'ai peur, Hélène. Peur de ne plus me reconnaître. La nouvelle tomba comme un éclair, complications post-opératoires. Une infection sévère, des semaines d'hôpital, le spectacle annulé. Hélène prit le premier vol, atterrissant à Fiumicino sous un ciel plombé. À la clinique, elle trouva Stéphanie diminuée, le visage bandé, les yeux caves, un corps brisé par la fièvre. J'ai cru que c'était la solution, murmura-t-elle, la voix faible. Mais sans toi, c'est vide. Hélène la veilla, épongeant son front, lisant des passages de romans français à voix haute, des amours impossibles de Proust, des rébellions de Beauvoir. Dans ces moments, leur lien se raffermit, tissé de soins simples et d'amour inconditionnel. La convalescence fut longue, un été romain étouffant où elles logèrent chez une tante oubliée de Stéphanie, une femme aux cheveux gris et au cœur généreux. Elle se promenait dans le Trastevere au crépuscule, main dans la main, ignorant les regards curieux. Stéphanie guérissait, non seulement physiquement mais intérieurement. Je n'ai plus besoin de changer pour être vue, confia-t-elle un soir, sur les berges du Tibre. Tu me vois, toi. Hélène sourit, le cœur apaisé, et je t'aime pour ça. Elles rentrèrent en Espagne en septembre, la maison les accueillant comme une vieille amie. La Costa Brava, avec ses falaises sculptées par le vent et sa mer indomptable, semblait les avoir attendues. Stéphanie reprit la danse, mais différemment, des ateliers locaux pour des enfants du village, enseignant la grâce sans les chaînes de l'ambition. Hélène lança un blog collaboratif, traduisant des témoignages de femmes queer en exil, transformant leur histoire en un phare pour d'autres âmes perdues. Un an plus tard, sur cette même falaise où leur confrontation avait failli les briser, ce crépuscule orageux gravé dans leur mémoire, Hélène s'agenouilla. Pas avec un anneau d'or, mais avec un collier de perles de la mer, poli par les vagues. Épouse-moi, pas dans la loi des hommes, mais dans celle de nos cœurs. Stéphanie, les yeux luisants, accepta, et elles scellèrent leur union d'un baiser face à l'océan, les vagues applaudissant comme un chœur antique. Leur amour n'était pas parfait, marqué par les cicatrices, les doutes persistants, les ombres de la trahison. Mais il était humain, profondément, dans sa fragilité et sa résilience. Hélène, libérée de sa peur physique, écrivit un roman inspiré de leur odyssée, une histoire de deux femmes rejetées, qui apprirent à s'aimer au-delà des miroirs brisés. Il fut publié à Paris, acclamé pour sa tendresse âpre, sa peinture nuancée des passions interdites. Et ainsi, sur les rivages de la Costa Brava, sous un ciel étoilé indifférent, Hélène et Stéphanie vécurent non pas heureuses à jamais, mais ensemble, forgées par le feu, prêtes à affronter les tempêtes à venir. Car l'amour véritable, en fin de compte, n'est pas l'absence de douleur, mais la force de la traversée, main dans la main, vers un horizon incertain mais partagé.